Sur ces images, c'est elle, Alice Guy. Insouciante, gaie et rieuse, elle a 22 ans et ignore tout du merveilleux et tragique destin qui l'attend. Première femme derrière la caméra, première réalisatrice et productrice de films de fiction, la curiosité, l'inventivité, le regard particulier d'Alice Guy sur le monde ont façonné les débuts du 7e art. Pourtant, son nom a été rayé de l'histoire du cinéma. Je crois qu'il y a une erreur dans l'histoire du cinéma. Oui, malheureusement. Son œuvre, considérable, est longtemps restée introuvable. Plus de 500 films perdus, détruits ou attribués aux hommes de son entourage qui ont souvent laissé faire. Vous avez encore des films que vous avez tournés? Vous en possédez encore? Malheureusement, on n'en retrouve pas. On n'en retrouve pas. Non, mais moi je les retrouverai. Ça, j'en suis sûre. Oubliée, effacée, passée sous silence, Alice Guy s'est battue jusqu'à la fin de sa vie pour ses films, bien décidée à rétablir la vérité et à dire au monde son histoire. C'est en effet une très vieille histoire. À ce moment-là, on ne connaissait pas encore le cinéma. Tout a commencé en mars 1894. J'avais à peine 21 ans. J'avais entendu parler d'un poste au comptoir de la photographie. Il cherchait une secrétaire. Je me suis présentée avenue de l'Opéra, le cœur battant, les genoux tremblants. Là, un homme est assis derrière un grand bureau. C'est Léon Gaumont. « Que désirez-vous, mademoiselle ?» Il m'examine en silence et me dit « Oh, votre recommandation est excellente, mademoiselle, mais la place est importante et j'ai peur que vous soyez bien jeune. Alors, je lui dis, oh, mais monsieur, ça me passera. En effet, hélas, ça vous passera. » Je commençais le jour même. J'étais si heureuse. Comment aurais-je pu imaginer alors à quel point le comptoir de la photographie allait faire basculer ma vie? Mais Alice n'en est pas à son premier coup d'essai. Contrairement aux jeunes filles de bonne famille qui, en cette fin de siècle, ne travaillent pas, Alice, elle, n'a pas eu le choix. La mort prématurée de son père a laissé la famille sur la paille. Elle doit désormais subvenir seule aux besoins de sa mère. C'est une grande responsabilité, mais aussi une liberté inattendue. Et puisqu'elle joue bien du piano, un ami lui a conseillé d'apprendre la sténodactylo. Un métier d'avenir, prometteur, mais alors très masculin. La sténodactylo était une chose nouvelle à ce moment-là. J'ai appris assez vite. J'avais 18 ans. La première place, ça a été secrétaire dans une maison de vernis. Dans cette maison, je me retrouvais la seule femme au milieu d'un groupe d'hommes. L'un d'eux avait une grande gueule qui déversait comme un égout un flot de plaisanteries grivoises. Évidemment, à mon adresse. Un jour, exaspérée, je bondis jusqu'à son bureau et frappant du poing de toutes mes forces, je lui criai « Vous allez ravaler vos ordures, me laisser travailler en paix !» Il se dressa comme un diable et dit « Bah merde alors, v'là qu'elle m'engueule. Va falloir l'adresser, la môme. » Je dois vous avouer que cette première expérience m'a forgé le caractère. Chez Gaumont, l'ambiance était plus raffinée, mais le patron était autoritaire. Si j'arrivais 5 minutes en retard le matin, vous avez raté le tramway, mademoiselle?
Et de 8h du matin à 9h du soir, je devais répondre à ces coups de sonnette impérieux. Mon poste était malgré tout captivant. Je découvrais à quel point Léon Gaumont était passionné par les sciences et les techniques. Le comptoir était alors en plein essor et fourmillé d'ingénieurs et de photographes. Mais moi, je ne connaissais rien de la photographie. Je savais bien qu'il y avait des bains et des plaques, mais le maniement de tout ça, je l'ignorais absolument. Il a fallu que j'apprenne tout ça. Tout le monde se passionnait alors pour la photographie. Et devant nos appareils, défilait le tout Paris. Je me souviens d'Émile Zola. C'était au moment de l'affaire Dreyfus. De Gustave Eiffel, un associé de Gaumont. La princesse Bibesco. La belle Otero. Louis Renault, bien avant sa première auto. Moi-même, je n'étais pas peu fière de poser pour les publicités de la maison. Quelle époque! Quelle belle époque! Sous les yeux d'Alice, tout grandit, s'élève, s'accélère. La vie devient tourbillon. La vitesse gagne le monde et avec elle, l'envie d'en saisir l'essence. Sur les grands boulevards, Alice découvre les kinétoscopes de l'américain Edison, surnommé sans malice Peep Show. Pour quelques sous, les Parisiens se bousculent pour s'y rincer l'œil. Mais seule une personne peut regarder à travers sa lentille grossissante. Léon Gaumont, en homme de science mais aussi en homme d'affaires avisé, rêve évidemment d'être le tout premier à projeter ses images en public. Pour gagner cette course à la projection, nous venions d'engager Georges Demeny, un jeune ingénieur qui avait mis au point une machine appelée phonoscope. On pouvait lire sur ses lèvres « Je vous aime, je vous aime ». Malheureusement, pendant que nous faisions ces préparatifs, les frères Lumière sont venus nous faire une visite. Et ils ont invité Gaumont à une soirée qu'ils donnaient. Alors j'étais là et ils m'ont dit « Mademoiselle Alice, voulez-vous assister aussi ?» Évidemment, j'ai accepté avec grand plaisir. Nous sommes donc allés boulevard Saint-Germain. Là, les frères Lumière préparaient un petit appareil dans le fond de la salle. Personne ne savait ce qu'on allait voir. La lumière s'est éteinte. Et l'effet de surprise a été incroyable. Ça m'a paru extraordinaire, ça m'a rempli d'admiration. Nous sommes revenus enthousiasmés de l'invention. C'était la naissance du cinéma. Au comptoir de la photographie, c'est l'effervescence. Il n'est plus question que du cinématographe. Et tout le monde se met à filmer des scènes de la vie quotidienne. Il suffit juste d'avoir un bon sens du rythme. Mais les films finissent par tous se ressembler. Train en marche, défilé de troupes, sortie d'usine. Moi, je trouvais que c'était un peu banal. Enfin, il me semblait qu'on pouvait faire mieux. Et j'ai demandé à Gaumont la permission de faire quelques scénettes et de les mettre en scène. Il m'a dit oui, c'est une affaire de jeune fille, en effet. Eh bien, mon Dieu, vous pouvez essayer, mais à une condition, c'est que votre courrier n'en souffre pas. Oh. Je n'aurais jamais obtenu ce consentement si on avait pu prédire l'incroyable dimension qu'allait prendre le cinéma. Ma jeunesse, mon inexpérience, mon sexe, tout conspirait contre moi. Et pourtant...
C'est donc dans ce jardin enchanté que la première femme cinéaste du monde voit le jour. Cette première fiction, mise en scène par Alice, remporte un tel succès que Gaumont se laisse convaincre. Elle va pouvoir continuer et imaginer d'autres films. Cela tombe bien. Depuis toute petite, elle a des histoires plein la tête. Mon père était libraire, éditeur au Chili. Et naturellement, j'avais beaucoup lu. Je me mettais sous les tables pour lire. J'adorais la lecture. Mon enfance a été mouvementée. Élevée en Suisse jusqu'à l'âge de 3 ans par ma grand-mère que j'adorais, je dus me séparer d'elle pour rejoindre mes parents installés au Chili. Le voyage en bateau dura 7 semaines. Je me souviens du détroit de Magellan. C'est là que la féerie commença. De chaque crevasse, le soleil faisait jaillir des étincelles diaprées. Et mon imagination enfantine peuplait chaque caverne de fées et d'animaux étranges. Ma mère m'a affirmé qu'il n'y avait là aucun ours, aucune fée. Aujourd'hui encore, je ne suis pas certaine. Je les ai si souvent vus en rêve. Alice a maintenant 23 ans et ses rêves vont pouvoir s'imprimer sur la pellicule. Tout commence dans un terrain vague de Belleville. C'est dans ce quartier populaire que Gaumont a installé ses ateliers de fabrication. Et c'est là-dessus que nous avons commencé à faire quelques scénettes et de les mettre en scène. Si les gens avaient vu dans quelles conditions nous le faisions. Un drap peinturluré servait de décor. Les costumes étaient loués ici et là. Et comme acteur, le personnel de l'atelier. La gaieté, la bonne humeur nous accompagnaient et nous apprenions au jour le jour. Le hasard, la maladresse d'opérateurs nous firent découvrir le film à l'envers, le fondu, les ralentissements, l'accélération, les surimpressions. C'est comme ça que nous avons trouvé les uns après les autres des petites choses intéressantes. Accident, trouvailles, coup de chance. Toutes ces petites choses intéressantes, comme elle dit, ont contribué à créer le langage cinématographique actuel. Ouvrir une porte et ressortir de l'autre côté du décor. Voilà une découverte qui surprend les spectateurs et enchante Alice. Je pense qu'on a fait des progrès énormes, évidemment, mais je pense aussi que je n'aimerais pas être metteur en scène maintenant, parce que je n'aurais pas mes coups des franches comme je les avais à ce moment-là. Chez Gaumont, nous nous étions spécialisés dans les films comiques, avec poursuites, chutes, acrobaties. Plus la casse était importante, plus le succès était garanti.
Les premières personnes à organiser des projections de mes films étaient une famille de forains, les Greniers. Un jour, ils m'invitèrent à une de leurs séances. C'était pour moi une première. Devant moi, une jeune femme se tortillait sur un banc et entre deux éclats de rire suppliait « Assez, assez, je fais pipi !» Cette rencontre avec le public fut pour moi un jour de fête. Le succès d'Alice n'empêche pas la concurrence de prospérer. Seule femme dans la course, elle est aussi et toujours la seule à réaliser toutes les fictions chez Gaumont. Mais ses adversaires ne manquent pas non plus de talent, comme Georges Méliès et son humour échevelé, ou Ferdinand Zecca qui a commencé auprès d'elle avant de s'envoler chez Pathé. Entre productions rivales, tous les coups sont permis. Les figurants n'hésitent pas à jouer les espions. Et les idées s'envolent à peine écrites. Pour dormir tranquille, Alice décide de mettre ses scénarios sous clé. Mais rien n'y fait. Et certaines scènes finissent par se ressembler étrangement. Aussi, pour éviter pastiches et contrefaçons, Alice décide-t-elle de s'éloigner des regards indiscrets. Je persuadais mes camarades d'enfourcher leur bicyclette pour partir tourner en plein air. Évidemment, tout était improvisé. Nous n'avions pas, comme aujourd'hui, d'automobiles aménagées pour se changer. Les dames se sont cachées de leur mieux, derrière les buissons, pour enfiler leurs costumes. Tandis que les hommes, moins pudiques, se sont dévêtus n'importe où. Heureusement qu'il n'y avait personne. Nous aurions pu finir au poste. Malgré notre bonne humeur, ces prises de vue en plein air étaient souvent éprouvantes. Le ciel nous réservait parfois quelques surprises. Pour mettre les acteurs à l'abri et surtout accélérer la cadence de production, Gaumont décide de construire un vrai studio. Et comme il ne fait pas les choses à moitié, il prend comme modèle la scène de l'opéra. Le plancher est conçu pour supporter une troupe d'éléphants. Et l'éclairage électrique est une vraie révolution. Désormais, Alice peut tourner quoi qu'il arrive. Choix des artistes, dialogue avec les costumières, les décorateurs, les menuisiers. Les responsabilités d'Alice sont de plus en plus importantes. À tout juste 32 ans, Alice dirige le plus grand théâtre de prise de vue du monde. Une place unique pour une femme et qui lui sera férocement disputée. Est-ce que le fait que vous étiez une femme ne vous a pas fait des difficultés? Une femme, à cette époque-là, c'était inhabituel de faire un métier d'homme. Oui. Oh, ils m'ont fait des crasses, des crasses. J'avais un directeur des ateliers. Et ça, nous n'étions pas bien ensemble du tout. Une nuit d'hiver, il faisait très froid, c'est vrai. Il a pris tous nos décors faits, il les a fait couper pour chauffer. C'est vous dire à quel point. J'ai vite compris cette évidence. Aussi longtemps qu'une femme reste à ce qu'on appelle sa place, elle ne subit aucune vexation. Mais dès qu'elle assume les fonctions généralement réservées aux hommes, on la regarde aussitôt de travers.
En France, nous sommes des femmes, et seulement des femmes. Nous nous trouvons dans un réel état de dépendance et n'avons aucune chance d'exercer nos facultés en toute liberté. Il y a des exceptions, bien sûr, mais elles sont rares. L'art est pratiquement le seul domaine qui nous est ouvert. Réalisatrice à succès, célibataire et sans enfant, Alice est consciente d'être une exception française. En ce début de siècle, l'égalité des sexes n'est envisagée que par une poignée d'avant-gardistes. Femmes blanches et bourgeoises, elles en ont assez de dépendre légalement d'un père ou d'un mari. Elles veulent des droits et une certaine autonomie. Sur cette condition féminine en pleine évolution, Alice, seule femme cinéaste, apporte un regard singulier. Insoumise, cruelle, burlesque, puissante. Dans ses films, les femmes sont souvent montrées différentes, libres, quitte à choquer. Comme dans cette évocation du désir féminin par cette mère de famille épanouie. Une scène pour l'époque franchement osée. J'aurais beaucoup aimé être actrice. Mais alors j'avais un père qui me disait « Ah non, jamais. Actrice, j'aime mieux te voir morte. » Vous savez ce que c'était que la bourgeoisie à ce moment-là? Il faut dire que mon père m'avait envoyé à 6 ans dans un pensionnat près de la frontière suisse. La discipline était stricte. Pour les fautes minimes, de longs agenouillements les bras en croix dans un couloir glacé. Pour les péchés graves, la cellule au pain sec et à l'eau. Et lorsque les grandes partaient en vacances, on les prévenait que si elles embrassaient un garçon, il leur pousserait une superbe moustache. Cette menace m'a marquée profondément. Mais l'éducation d'Alice se fait aussi en dehors des sentiers battus. Sa mère préside une œuvre de bienfaisance qui vient en aide à des ouvrières du textile tombées prématurément enceintes. Elle insiste pour qu'Alice l'accompagne. C'est un choc. Alice avouera plus tard que ce premier contact avec la misère lui a été salutaire. Elle ne sera plus jamais la petite oie blanche, ignorante des injustices sociales qui l'entourent. Désormais, elle voit tout et le dit. Je ne devrais pas raconter ça, mais je veux dire tout de même qu'il y a eu quelque chose d'épouvantable. Nous avions des voisins, des gens terriblement pauvres, puisque nous étions à Belleville. Et il y avait une vieille grand-mère qui avait une fillette qui avait 12 ou 13 ans peut-être. Elle est venue me demander de prendre sa petite fille dans la figuration. Je lui ai dit, écoutez, moi je ne peux pas la surveiller. C'est à vos risques et périls, parce que, vous savez, les figurants là-bas, c'est pas la crème. Alors, le soir, je dis, je vais la mettre dans ma chambre. Et Jacé, mon assistant et sa compagne sont venus me dire, oh, écoutez, mademoiselle, vous êtes tellement fatiguée, nous allons la prendre avec nous. Je dis, il est avec sa femme, ça va bien. Alors, il s'est passé des choses absolument dégoûtantes. On a pu dire d'Alice qu'elle était pudibonde, trop à cheval sur la morale, trop rigide, trop sévère. Ce sale type, comme elle l'appelle, elle l'a fait mettre à la porte.
Une décision que le milieu du cinéma lui reprochera très longtemps. Car enfin, cet homme si talentueux, pourquoi ruiner sa carrière ? En devenant lucratif, le cinéma va-t-il devenir une affaire d'hommes ? Désormais, Alice doit faire face aux ambitions que suscite son poste à la tête des studios Gaumont. Le conseil d'administration est à l'affût et lui demande de rendre compte de la moindre dépense. Dans le même temps, la cadence des films s'accélère. Il faut faire vite et tourner un film par jour. Mais Alice s'obstine et continue à vouloir voir les choses en grand. Et quel a été le plus long film que vous ayez fait? Eh bien, je crois que c'est La Passion que j'ai fait en 1906, qui a été mon plus grand film en France. Ma vie du Christ a été le premier grand péplum, du jamais vu, avec 25 décors et plus de 300 figurants. J'avais même eu l'idée, tout à fait nouvelle à l'époque, de faire appel à des conseillers historiques. Deux jésuites bien tatillons sur les reconstitutions. Ma ténacité fut récompensée. Le film remporta un immense succès. Des années plus tard, imaginez mon étonnement quand je découvris que certains membres de l'équipe n'avaient pas hésité à prendre ma place de réalisatrice au générique. Ce premier film à grand spectacle est un succès populaire. Mais Léon Gaumont préfère miser sur une autre innovation, le cinéma parlant. Pour remplacer la boxe française, on a pris la boxe japonaise. C'est avec cet appareil souvent capricieux, appelé chronophone, qu'Alice va enregistrer en playback des dizaines d'artistes de music-hall. Mais dites-moi donc, Rosine, ma belle voisine, pourquoi toujours me refuser un petit baiser? Au cours de l'un de ses tournages, Alice a l'idée extravagante de se filmer au travail. C'est le premier making-of de l'histoire du cinéma. C'est aussi le cinéma parlant qui me trouva un mari. Chez Gaumont, j'avais fait la connaissance d'Herbert Blaché, tout juste débarqué d'Angleterre. Il était venu là se familiariser avec le chronophone. Il accepta sans enthousiasme de m'accompagner en Camargue, où je devais faire un film. Il m'avoua plus tard qu'il n'avait jamais rencontré de femme aussi distante que moi. Il avait sans doute raison. J'évitais toute familiarité dans le travail. Mais ma jeunesse et ma gaieté reprenaient vite le dessus. Le décor était si romantique. Hélas, ces doux moments prirent trop vite fin. Herbert dut rejoindre de toute urgence son poste en Allemagne. Mais à peine était-il parti que Gaumont m'envoyait le rejoindre à Berlin pour l'aider à régler les problèmes du chronophone. Il m'a dit, allez-y. Mais j'ai dit, mais je parle pas l'allemand, moi, je ne connais pas l'Allemagne du tout. Il m'a dit, Blaché vous servira de Cicérone. Et ce qui s'est fait. Nous ne sommes pas mariés à ce moment-là, mais il m'a demandé. J'avais pas très envie d'épouser un Anglais, surtout ça. Mais les Anglais, ils sont pas très sympathiques. On me disait souvent « Alors, mademoiselle Alice, on ne se marie pas ?» Je répondais toujours « Oh, j'aime trop mon métier pour ça. » Mais j'avais déjà 32 ans et envie d'avoir des enfants. Nous annonçâmes donc nos fiançailles. Léon Gaumont, cependant, nous ménageait une drôle de surprise. Il venait de vendre les brevets du chronophone à 2 Américains de Cleveland et avait promis de leur envoyer un spécialiste. Je vous le donne en 1000. Herbert Blaché. Est-ce une manière d'écarter Alice de la direction du studio ?
En envoyant précipitamment son mari outre-Atlantique, on ne lui laisse plus le choix. Après 11 ans à réaliser et gérer seule le plus grand studio de cinéma du monde, elle doit céder sa place. 3 jours après leur mariage, le couple embarque pour l'Amérique. La traversée fut lugubre. Je quittais le cœur gros, ma famille et mon pays, persuadée que j'abandonnais pour toujours ma carrière de cinéaste. Rien n'arrivait à chasser ma tristesse. La statue de la liberté éclairant le monde, les gratte-ciel dans la brume. Je voyais tout cela à travers les larmes que j'essayais de retenir, en vain. À notre arrivée, une scène étonnante attira mon attention. Des migrants débarquaient là par centaines, les femmes avançaient, chargées de lourds paquets, et les hommes les accompagnaient, mains dans les poches. C'est alors qu'un grand policier arrêta un couple. Il prit les bagages des bras de la femme et les mit de force dans ceux de l'homme. Celui-ci en resta totalement ahuri. C'était donc ça l'Amérique ? 10 ans plus tard, j'en fis un film. La rencontre d'Alice avec le Nouveau Monde se poursuit avec la traversée des quartiers pauvres de New York. Vagabonds, ouvriers, étrangers fraîchement débarqués, tous se pressent dans les snack-bars et les Nickelodeon. Ces salles de cinéma, grossièrement aménagées, permettent à un public qui ne parle pas un mot d'anglais de se divertir facilement. Tout ça pour un nickel, le prix d'une chope de bière. Un autre choc m'attendait à Broadway. Le métro aérien faisait un bruit de tonnerre. Je crus à une révolution. Les tramways se croisaient en tous sens, des grappes humaines suspendues à leur plateforme. Partout, les gens se précipitaient en jouant des coudes. Bousculée, ahurie par cette langue dont je ne comprenais pas un mot, je m'accrochais au bras de mon mari, qui semblait trouver tout cela amusant. Nous dûmes bientôt quitter New York pour Cleveland, où nous attendaient les clients de Gaumont. Je commençais à découvrir les us et coutumes de ma nouvelle patrie. Partout, des femmes conduisaient seules des petites voitures électriques qui ressemblaient à de grands fauteuils. Quant à moi, je dus abandonner mes robes à traîne et mes chapeaux si élégants, car les Américaines avaient déjà adopté les robes courtes et sortaient volontiers tête nue. Le temps passait. Je m'adonnais à de nouvelles occupations. Au bout de 9 mois, n'en pouvant plus, je lançai un SOS à Léon Gaumont. J'étais enceinte de mon premier enfant et nos finances étaient au plus mal. Les 2 Américains n'avaient su tirer aucun profit du chronophone. Alors, Gaumont est venu, il a arrangé les choses, il a acheté ce petit studio à Flushing, à Long Island, et il voulait faire du parlant, justement. Et il en a chargé mon mari. J'avais remarqué que le studio restait inoccupé des journées entières. Quel gâchis! La tentation était trop forte.
je proposai aussitôt d'en louer une partie et d'y tourner mes propres films. Une page se tournait pour moi. Et il n'était plus question de me retrouver sous la coupe d'un patron tel que Léon Gaumont. Alice saisit sa chance. En septembre 1910, elle réunit toutes ses économies et propose à son mari de fonder ensemble la Solax, devenant ainsi la première femme productrice au monde. Alice assure seule la bonne marche de la jeune entreprise. En 2 ans, elle va écrire, réaliser ou superviser plus de 200 films. Le public adore et les commandes s'accélèrent. Ces films américains étaient-ils très différents des films que vous aviez l'habitude de faire en France? Oui, très différents. Nous avons fait surtout beaucoup de films cow-boys pour commencer. Oui. C'était la grande mode à ce moment-là. J'ai même eu des cow-boys qui nous enlevaient nos décors les 3/4 du temps avec leurs petits chevaux qui sautaient partout. J'ai même appris à lancer le lasso. C'était aussi la mode des films à suspense. Avec enlèvement de riches héritières, toujours jeunes et jolis, amoureux qui partent à leur recherche, traquenards, etc. Tout était bon, à condition que la fin soit heureuse. Ce genre de film me mit en rapport avec des casse-cou, qu'on n'appelait pas encore cascadeurs. Ils nous proposaient de même de sauter d'un pont, de se laisser rattacher sur des rails, ou même de traverser un incendie. C'est si spectaculaire que les journalistes curieux se pressent pour assister au tournage. Et pas une semaine ne passe sans qu'Alice soit interviewée. Sa success story fait la une. Son expérience à la tête des studios Gaumont, sa réussite avec la Solax, sa French touch, contribuent à faire d'elle un phénomène. Jeune, énergique, volontaire, la figure dominante du cinéma sera un jour une femme. Et cette femme, c'est Madame Alice Guy Blaché. C'est le rêve américain. La Solax produit maintenant 2 films par semaine et les bénéfices explosent. Alice est devenue la femme d'affaires la mieux payée des États-Unis. J'ai eu la grande chance que nos films ont plu énormément et nous avons fait des bénéfices de 100% tout de suite. Et là, nous avons acheté un terrain à Fort Lee, dans le New Jersey, qui était la grande cité du cinéma à l'époque. Oui, Hollywood n'avait pas encore du tout de développement. Ah non, du tout. Tout se passait près de New York, oui. Le nouveau studio d'Alice a coûté $100 000. En quelques mois, Fort Lee, cette banlieue de New York, est devenue la capitale du cinéma américain. Les voisins de la Solax sont des majeures compagnies qui débutent et qui, elles aussi, se cherchent une place au soleil. Producteurs, réalisateurs, acteurs, tout le monde du 7e art est là. Je venais d'avoir mon 2e enfant. Herbert était retenu par son contrat chez Gaumont. Cette installation à Fort Lee m'enthousiasmait totalement. J'avais choisi un emplacement sur une petite colline, très ensoleillée. Les décors naturels étaient magnifiques. Alice engage des comédiens qu'elle installe à Fort Lee, prêts à tourner à toute heure et à tout âge. Elle débauche même le comique Billy Quirk, un des plus gros salaires de l'époque. Et pour vanter les charmes de la Solax, elle crée un service chargé de la publicité. C'est le début du Star System. Et vous aviez de grandes vedettes ou bien la vedette n'existait pas? Oh non, j'ai eu des vedettes formidables.
J'ai eu Petrova, par exemple. C'était une femme qui avait beaucoup de succès parce qu'elle était fort jolie, elle portait la toilette merveilleusement. Mais alors, j'ai voulu lui faire une scène de jalousie un jour. Elle m'a dit, moi, madame, je ne fais jamais de scène de jalousie. Il y en a qui sont pas toujours très drôles. Et j'avais mis dans mon studio des notes partout. Soyez naturels. C'est tout ce que je leur demandais. Soyez naturel. C'était ma marque de fabrique. Parce qu'à cette époque, beaucoup de comédiens venaient du théâtre et surjouaient devant la caméra. C'était terrible. Moi, je demandais à mes comédiens de vivre profondément, en pensée, le rôle qu'ils avaient à jouer. J'avais d'ailleurs peu de problèmes avec les acteurs américains, qui étudiaient scrupuleusement les intentions de leurs personnages. Pour encourager les artistes, je devais parfois donner de ma personne. Je me souviens d'une magnifique tigresse amenée pour les besoins d'un film. Le dompteur insista pour que je m'approche d'elle. J'avoue que j'hésitais. Mais lorsque je m'agenouillai, l'animal se mit à ronronner comme un gros chat sous mes caresses. Une autre fois, malgré ma répulsion, je dus enrouler autour de mon cou un serpent pour convaincre un comédien récalcitrant. Mais ce sont les rongeurs qui se montrèrent les moins obéissants. Nous avions imaginé une scène dans les égouts. Le jeune premier cherchait à s'échapper, tandis que des rats couraient en tous sens. Cela marcha à merveille, mais quelques rongeurs, préférant sans doute la chair fraîche, pénétrèrent dans les jambes de son pantalon. Quand enfin on arrêta la scène, notre acteur me bondit dessus en hurlant « Plus jamais ça !» J'assistais incognito à une projection du film. Le public frissonnait et poussait des cris angoissés. Pour mon plus grand plaisir. Nous avons l'impression, nous, vus de loin, que les films que l'on faisait à cette époque étaient un peu bâclés, qu'on écrivait une histoire un peu n'importe comment et qu'on ne faisait pas la moindre enquête sur le scénario. Pas du tout. C'était pas votre cas. Au contraire, nous avons toujours étudié. Vous avez été dans des milieux particulièrement pittoresques pour faire ces films. Ah oui, qu'avez-vous vu, par exemple? Mais j'ai voyagé un peu dans toute l'Amérique. Dans cette Amérique prospère, Alice s'émerveille de tout, mais s'intéresse aussi aux exclus, aux déshérités. Indiens Navarros, parqués dans des réserves, orphelins abandonnés dans de sinistres institutions, condamnés à mort en attente de leur peine, ghetto de Chinatown. C'est avec peu d'a priori et beaucoup d'empathie qu'Alice mène sur le terrain un travail d'enquête exceptionnel pour l'époque. Nous faisions à ce moment-là une étude sur la traite des Blanches. Et j'ai voulu savoir comment ça se passait, car il y en avait des quantités à New York, où il y avait de malheureuses gosses de 14 ans. Et j'ai donc visité le tribunal de minuit. J'assistais à une séance du tribunal dont je sortis en larmes. On y jugeait une enfant prise en flagrant délit de racolage. Le président la condamna à 6 mois de détention. Quelqu'un murmura à mes côtés « What about the men ?» Et les hommes, alors? Décidément, mon métier m'a mené à rencontrer des femmes bien malmenées par la vie. La carrière d'Alice, menée jusqu'ici tambour battant, connaît alors un brusque revirement. Tout bascule pour elle au moment où Herbert quitte la Gaumont pour s'installer à la tête de la Solax. Sa réussite a-t-elle fait trop d'ombre à son mari?
Ou Herbert se rêve-t-il en capitaine d'industrie, capable de rivaliser avec les majeures compagnies du cinéma? Quoi qu'il en soit, Alice perd peu à peu de son indépendance. Désormais, je n'assistais plus à aucun conseil d'administration. J'aurais, disait Herbert, gêné les hommes qui désiraient fumer leurs cigares en paix. Mais mon mari me réservait d'autres surprises. Je compris bien vite ce qu'impliquait être la femme d'un producteur. Comment ne pas entendre l'émotion d'Alice, ses préoccupations, ses convictions les plus intimes? Plus que jamais, son esprit libre transparaît dans ses films. Les femmes y tiennent souvent un rôle majeur. Forte et originale, elles préfigurent déjà les héroïnes indociles des grandes comédies hollywoodiennes. Alice bouscule aussi volontiers les genres et les préjugés. Ainsi, lorsque les comédiens de sa troupe refusent d'apparaître aux côtés d'acteurs noirs, elle n'hésite pas. Elle tourne son film avec une distribution entièrement afro-américaine et l'impose dans tous les cinémas. Personne n'avait osé. C'est une première dans l'Amérique ségrégationniste. Mais Herbert trouve les sujets d'Alice trop sérieux. Nous nous adressons à des paysans, des mineurs, des cow-boys. Il décide alors de s'allier à d'autres producteurs et impose à sa femme des films de commande. Je me souviens d'un de mes derniers films, The Lure. L'associé de mon mari trouvait le film soi-disant médiocre et en proposait une somme dérisoire. Herbert accepta aussitôt le marché. J'étais dans une colère folle. Je savais très bien qu'il s'était fait rouler. Et effectivement, 2 mois après, le film rapportait 300 000 $. Comme quoi, un mari doute facilement du talent de sa femme. Un péré passe, rien ne va plus. Herbert Blaché a fait de mauvais placements. Il a joué en bourse et beaucoup perdu. Sa passion du jeu achève de les ruiner. La Solax doit être vendue. C'est la saisie de tous leurs biens. Herbert disparaît avec une de ses jeunes conquêtes dans la nouvelle capitale du cinéma, Hollywood. Alice se retrouve seule et quasiment sans ressources. Plus aucun de ses projets n'aboutit. En décembre 1919, un incendie ravage son studio tant aimé. Ses rêves s'envolent. Elle a 46 ans et elle a tout perdu. Alice repart pour la France, avec l'espoir de retrouver sa place dans le cinéma. Cher monsieur Gaumont, la vie devient de plus en plus dure et j'ai besoin de travailler. Vous n'avez pas repris en France une activité cinématographique? J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi, malheureusement. Je découvris plus tard que Léon Gaumont m'avait supprimé de l'histoire officielle de sa société. Mon nom n'apparaissait nulle part. Lorsque je protestais, il me répondit « Ce n'est pas moi qui fais les catalogues, et puis c'est si peu important. » Vous savez, ma carrière féminine m'a valu bien des amertumes. Rayée des catalogues, Alice le sera aussi de l'histoire du cinéma. Pour nombre d'historiens, elle est et restera la simple secrétaire de Léon Gaumont. Révoltée,
Alice écrit ses mémoires, cherche à rétablir la vérité et garde l'espoir de retrouver ses films. Vous avez encore des films que vous avez tournés? Malheureusement, on n'en retrouve pas. On n'en retrouve pas. Non, on ne retrouve pas de films français. Mes films américains, on n'en retrouve pas du tout. Parce qu'ils veulent que la première femme metteur en scène soit une Américaine. Oui, les États-Unis ont tout fait pour que la première réalisatrice soit américaine. Et en France, il était impensable qu'une femme ait une telle place dans l'invention du cinéma. Malgré tous ses efforts, Alice Guy ne retrouvera aucun de ses films. Elle n'en reverra aucune image. Le manuscrit de ses mémoires, personne n'en voudra. Récemment, des recherches ont permis de répertorier une centaine de ses œuvres. Elle regagne enfin sa place dans l'histoire du cinéma. Celle qui nous a ouvert les portes du 7e art.